Donc nous allons reprendre les débats, les échanges avec Arnaud Rérol, DG de l'ECO, qui va nous parler de l'avenir du travail collaboratif, comment travailler avec des gens, qu'ils soient ou pas dans l'entreprise. Merci, bonjour à tous, merci pour votre accueil. Je vais très rapidement vous parler un peu de l'ECO, de qui je suis pour pouvoir introduire ensuite mon propos sur la collaboration. On est un petit cabinet de conseil en organisation et nouvelles technologies. On est nous-mêmes donc une PME de 25 collaborateurs. On travaille aujourd'hui avec un écosystème. On utilise les outils et les pratiques dont je vais vous parler dans un instant. Et on est également dans une philosophie de partage et de co-création avec notre environnement. Cet environnement, c'est nos pairs, d'autres consultants, parfois concurrents, mais ce n'est pas forcément une difficulté ou un problème, des éditeurs, des universitaires, des praticiens dans les entreprises, avec lesquels on développe de l'expertise, parce qu'on est sur un sujet aujourd'hui qui est très vivant et que l'on ne peut pas, faire fructifier seul en chambre. Et c'est pour cette raison qu'on a toujours travaillé avec eux. Donc c'est cette formule de E pour expertise, de S de service et de M pour méthodologie. Ça se traduit par des partages qui sont en libre accès sur notre site web, un certain nombre d'études, on en publie plusieurs chaque année. Des serious games, des méthodologies un peu ludiques pour capter l'attention des managers sur les limites de leurs pratiques collaboratives et les amener vers d'autres types d'usages. Des outils d'analyse pour mesurer les progrès faits en la matière dans des grandes organisations. Ou des outils de micro-social learning, donc une autre façon d'apprendre ensemble de manière moins formelle, plus portée sur l'humain, en utilisant les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Alors, je vais vous parler tout d'abord du contexte de collaboration dans les entreprises. J'espère que je ferai écho avec ce que vous vivez au quotidien. On parlera rapidement de la notion de réseau social d'entreprise. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui savent ce qu'est un réseau social d'entreprise ou qui ont un réseau social d'entreprise dans leur organisation? Ok, 20%, un cinquième. Ok, merci. Je vais essayer d'être pédagogue sur ce sujet-là. Peut-être qu'à premier abord, c'est une plateforme, c'est un outil de plus. Mais derrière, il y a des nouvelles formes d'organisation. Et que ce soit pour les PME ou les grandes organisations, des nouvelles façons de travailler avec ces outils. Et donc on parlera ensuite, pour terminer, de comment arriver à faire changer la culture, les modes d'organisation et les pratiques des utilisateurs avec ces nouvelles plateformes. Alors pour commencer, le contexte de collaboration. Le contexte dans beaucoup d'entreprises, en tout cas dans les entreprises dans lesquelles je circule, tous font le constat qu'il y a une quantité d'informations circulantes qui ne cesse de croître d'année en année, au point aujourd'hui d'être difficile à gérer. Que la collaboration aujourd'hui, ça se passe globalement à travers l'email, c'est l'outil de collaboration par défaut, et que faute de convention, on ne sait plus trop si un mail, c'est une information, une directive, une question. On ne sait plus trop qui doit répondre à ce mail. On a une absence aussi de convention d'usage en matière de classement et de gestion de l'information. Donc on a un fatras d'informations au sein de l'entreprise. Et puis on a des processus de décision, d'organisation qui sont encore très centralisés et qui finalement sont aussi, constituent des barrières à l'accès à l'information. Lorsqu'une entité veut accéder à une information d'une autre entité, par défaut l'information ne lui est pas accessible, elle doit demander l'accès. On est plutôt à raisonner, je donne accès à l'information à ceux que je sais intéressés par l'information, plutôt qu'un mode d'accès où l'information est libre et seule l'information confidentielle est en accès restreint. On a une inefficacité donc, collective dans les organisations que vous pouvez tous constater par trop d'emails et trop de réunions. Ce n'est pas qu'une question d'outils, c'est aussi une question de gestion de temps et le fait que les collaborateurs, les travailleurs d'information passent de plus en plus de temps en réunion pour échanger de l'information. Et tout ceci révèle la limite des outils et des pratiques actuelles. Alors ensuite, les constats et les conclusions que peuvent porter les entreprises sont assez différentes. Il y a 2-3 ans, on cherchait à optimiser tous ces outils de collaboration, sans changer le mode de fonctionnement et le contexte
organisationnel dans lequel se trouvait l'entreprise. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez faire aussi le constat, chacun dans vos domaines d'activité, qu'on est face à des sujets dont l'état de l'art évolue très rapidement. L'information, le savoir est très très vite périmé, se renouvelle. Et ça, c'est lié à la mise en réseau des acteurs dans le monde, des experts dans le monde, mais même les praticiens sont quelque part experts de leur sujet et font progresser les savoirs. Donc, quel que soit votre domaine d'activité, j'ai un exemple, c'est dans les collectivités locales, les espaces verts. Il y a quelques années, ils ont lancé des projets de zéro phyto, ne plus utiliser d'engrais ou de pesticides pour les espaces verts. Quelque chose qui est arrivé avec la vague de l'environnement durable, l'écologie. Et c'était pour eux un nouveau savoir à acquérir. Et elles l'ont fait en réseau. Elles l'ont fait parce que d'autres collectivités dans le monde ont expérimenté dans ce sens-là. Elles ont partagé leur savoir. Mais même sur des sujets très finalement connus depuis des décennies, aujourd'hui on est amené à évoluer dans ces techniques. On est aussi face à des problèmes de plus en plus complexes. Et cette complexité, elle est à gérer à tous les niveaux de l'entreprise. On est face à une multiplicité des savoirs, une quantité de savoir qui est très difficile d'assimiler. Si on rapproche ça avec le fait qu'il se renouvelle très rapidement, on ne peut plus avoir au sein de l'entreprise une personne qui détient toute la connaissance, ni même une équipe. Aujourd'hui, les entreprises, et même les grandes entreprises, font de plus en plus appel à l'extérieur, à d'autres compétences qui ont des connaissances complémentaires aux siennes pour pouvoir progresser. Et puis le dernier élément contraignant, c'est la vitesse. On demande plus d'agilité, plus de rapidité, que ce soit dans les appels d'offres pour répondre à des clients, que ce soit dans tous les domaines, les choses se sont accélérées. Donc on a un contexte qui est extrêmement contraignant, qui est plutôt favorable aux petites entreprises par rapport aux grosses entreprises, parce qu'elles sont, de par leur taille, plus agiles. En tout cas, elles le sont d'autant plus si elles ont su adopter ces nouvelles pratiques de collaboration. Donc l'entreprise, et notamment les grandes entreprises ou les moyennes entreprises, ont fait évoluer ces 30 ou 40 dernières années leur organisation, tout d'abord en optimisant les processus, et l'informatique là a joué un rôle important, a permis d'optimiser le fonctionnement de ces processus. Est apparu, on va dire dans les années 80, en tout cas c'est démocratisé, un mode d'organisation plus transversal qu'on appelle le mode projet, qui a permis de venir compléter, qui ne s'est pas substitué bien sûr au précédent mode d'organisation, mais qui est venu le compléter. Et puis aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut comprendre dans les réseaux sociaux d'entreprise, on a un nouveau mode d'organisation, un nouveau cycle de management qui se met en place, réticulaire, et qui vient lui aussi enrichir les deux modes d'organisation précédents. Et donc c'est aujourd'hui, on va le décliner dans un instant, un certain nombre d'opportunités pour les entreprises. Elles vont revoir finalement leur mode de fonctionnement pour être plus performantes dans ce contexte plus contraignant que j'ai décrit à l'instant. Donc pour donner un aperçu, on a un processus, et le principe des réseaux sociaux, ça va être de mettre en réseau les acteurs du processus, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les acteurs d'un processus discutent facilement avec les acteurs en amont et en aval dans le processus. Aujourd'hui, avec cette mise en réseau, ils peuvent tous discuter ensemble. Et alors ça va servir à quoi? Ça va servir à mettre de l'huile dans les rouages quand on est face à une exception, face à une difficulté, on va pouvoir la traiter ensemble. Et puis ça va servir également bien sûr à optimiser le fonctionnement du processus en faisant remonter des propositions d'amélioration par les praticiens. Alors on appelle ça l'entreprise 2.0, je pense que c'est un terme que vous avez forcément entendu. On peut penser que cette évolution se fait de la même manière que la modernisation de l'entreprise s'est faite par le passé, par une vision stratégique, une vision métier des choses, qui ensuite conduit à de l'outillage. Et donc à poser le prérequis qu'on doit d'abord définir ses attentes en matière de collaboration comme dans le reste, pour pouvoir choisir l'outil et progresser. En fait, ce qu'on constate, c'est que oui, on a l'approche stratégique, on a quelques chefs d'entreprise qui savent projeter leur entreprise dans ce nouvel univers. Je vais prendre l'exemple connu de Thierry Breton qui a dit en janvier 2011, si je ne me trompe pas, que son entreprise, Atos, qui est une entreprise de 80 000 ingénieurs, n'utilisera plus d'email dans 3 ans, en 2014. Donc là, il a, sans avoir le moindre début de solution, impulsé le changement, challenger ses équipes pour qu'elles trouvent de nouvelles pratiques collaboratives, se soustraire de l'email pour pouvoir collaborer à travers leur mission chez leurs clients, mais aussi pour développer leurs expertises. On a une approche plus classique, qui est celle
qu'on rencontre souvent dans les grandes entreprises ou dans les entreprises, c'est la DSI qui va vouloir moderniser son outillage, proposer, Kamal propose un service de messagerie, un service d'espace de partage de fichiers, un ERP, des systèmes d'information. Elle va proposer aussi un réseau social, enfin une offre de services collaboratifs. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les métiers, on a des responsables métiers qui vont voir chez leurs pairs, chez leurs confrères, des initiatives différentes de ce qu'ils peuvent pratiquer en matière de collaboration, des comités de pratique par exemple. Un directeur marketing va voir que son confrère dans une autre entreprise a mis en place une comité de pratique pour échanger avec ses clients. Et aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle le SaaS, donc la possibilité d'accéder à des logiciels informatiques sans installer, sans développer de projets informatiques, mais juste par souscription, une sorte de location de l'application en ligne, ça reste privatisé. Il va pouvoir accéder à cette offre de réseau social d'entreprise, par exemple, et initier des expériences. Donc on va pouvoir développer des pratiques collaboratives sans avoir mené de projet informatique. Et puis la dernière, qui est très puissante, mais un peu invisible dans beaucoup d'organisations, c'est l'approche par le collaborateur lui-même. Ça commence à devenir un marché explicite, mais c'est le collaborateur qui, par souci, par recherche d'efficacité personnelle, va se doter de ces outils. C'est ce que font beaucoup de collaborateurs lorsqu'ils vont utiliser les Google Apps gratuites ou d'autres services qui sont avec un prix tout à fait accessible par rapport à ses moyens. Il va décider de s'équiper, lui, avec ses collègues. Dans certains cas, vous connaissez peut-être Yammer, qui est assez célèbre pour mettre en réseau finalement les collaborateurs des entreprises sans que l'entreprise n'ait eu son mot à dire. C'est-à-dire qu'on a... Chez GDF Suez, par exemple, il y a un collaborateur qui a une adresse gdfsuez.com qui est devenu administrateur de cette plateforme et qui a mis en réseau ses collaborateurs. Et ils sont comme ça plusieurs centaines à utiliser cette solution de réseau social sans que ça ait été impulsé par le management. Donc on a les collaborateurs eux-mêmes qui aujourd'hui développent ces pratiques et s'équipent. On a donc 4 fronts qui viennent transformer l'entreprise. Et ce sont 4 fronts complémentaires, puisque ces changements culturels que je vais expliciter tout à l'heure ne peuvent pas se faire sans vision stratégique. Ils ne peuvent pas non plus se faire sans approche métier, sans alignement avec les objectifs métiers. Ils ne peuvent pas se faire sans l'IT, sans l'informatique. Tôt ou tard, il faut rapprocher ces solutions collaboratives du processus. Et puis, ils ne peuvent pas se faire non plus sans l'engagement, la motivation des collaborateurs à travailler ensemble. Voilà, donc on a aujourd'hui une démocratisation de cette offre de services qui, j'en parlerai tout à l'heure, rend accessible à tous, petites comme grandes entreprises. Vous êtes aujourd'hui tous sur un pied d'égalité par rapport à l'accès à ces services, à ces nouveaux services collaboratifs, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, les petites organisations peuvent accéder aux mêmes solutions que les grandes entreprises. Alors, qu'est-ce que justement un réseau social d'entreprise ? Pour faire simple, si vous avez un intranet dans l'entreprise, donc un site web interne à l'entreprise, aujourd'hui les collaborateurs sont dans une situation où ils sont anonymes lorsqu'ils consultent l'intranet. Ils vont progressivement passer vers une présence numérique avec le petit avatar qui apparaît sur la plateforme, mais c'est une présence numérique qui est assumée. Et puis arrive finalement la possibilité de converser. Ils vont prendre la parole les uns avec les autres, discuter autour d'un contenu qui a été diffusé sur l'intranet jusqu'au moment où la conversation finalement prend une place centrale. Et le contenu précédemment diffusé est annexé, en pièce jointe, on va dire, de la conversation et non plus comme le point de départ. Donc un réseau social d'entreprise, c'est ça. C'est on place les gens et la conversation au premier plan. L'objectif, c'est tout simplement de créer des synergies, de maximiser les opportunités de mise en relation entre les gens. C'est vrai au sein de très grandes organisations, tout le monde ne se connaît pas. C'est vrai aussi au sein d'écosystèmes, de petites organisations qui travaillent avec des partenaires. Et on parle donc d'espace conversationnel et relationnel. Je crée des liens avec d'autres, je converse avec d'autres, et on va décliner ça dans différents domaines, dont la collaboration. Le principe, un cas d'usage simple pour bien comprendre la puissance de ces réseaux, c'est lorsque vous êtes face à une problématique, aujourd'hui, vous pouvez requêter, faire une recherche sur Google ou une recherche sur un système au sein de votre entreprise. Avec le réseau social, vous allez faire la même recherche, sauf que vous allez retrouver des gens.
Et ces gens, vous allez pouvoir engager la conversation avec vous. Alors ils vont peut-être pas trouver, vous apporter la solution d'emblée, mais ils vont donner des pistes. Et peut-être qu'ils vont aussi vouloir contribuer à rechercher la solution avec vous. Et des exemples concrets, c'est lorsqu'on a une équipe commerciale qui veut répondre à un besoin nouveau d'un client, elle va pouvoir solliciter les autres ingénieurs commerciaux pour pouvoir savoir s'ils n'ont pas déjà rencontré ce cas de figure, mais ils vont pouvoir aussi mobiliser des ingénieurs ou des techniciens dans l'entreprise pour apporter une réponse qui n'a jamais été apportée jusqu'à présent par l'entreprise. Donc l'objectif, et c'est ça l'intelligence collective, c'est d'être capable de mobiliser la bonne personne face à une problématique. Alors, on va maintenant parler un peu rapidement de différentes opportunités. Donc cette entreprise 2.0, cette entreprise en réseau et conversante, on dit aussi que l'entreprise est apprenante, qu'elle est collaborative. Ça s'applique dans la gestion des connaissances. On parle de social KM, de social knowledge management. On l'a évoqué à l'instant, c'est une collaboration qui se passe aussi autour du processus. On va parler d'open innovation parce qu'on ne va plus faire uniquement l'innovation au sein des centres de recherche, on ne va pas faire ça en chambre, on va inviter ses clients, on va être à l'écoute de propositions de l'environnement, mais on va même potentiellement créer des challenges, inviter d'autres acteurs autour de l'entreprise à apporter des propositions, voire à apporter des solutions complètes avec un challenge, donc une rémunération à celui qui a trouvé la solution qui répond le mieux à l'entreprise. Vous avez parlé tout à l'heure de RH, je ne vais pas revenir dessus, mais les réseaux sociaux, c'est aussi une manière de valoriser les expertises au sein de l'entreprise. C'est aussi une manière, lorsque on est sur l'écosystème de l'entreprise, d'identifier des personnes qu'on va pouvoir recruter. Et puis, le social CRM, donc la gestion de la relation client aussi se fait sur les réseaux sociaux. Être à l'écoute de ce qu'on dit de l'entreprise, de ses produits, s'insérer dans les conversations pour pouvoir créer le lien avec ses consommateurs. Donc, je vais me tarder juste peut-être sur le principe de la communauté de pratique, qui est un modèle un peu générique que l'on retrouve le plus aujourd'hui dans les entreprises et qu'on décline un peu de différentes manières. Le principe de la communauté de pratique, c'est assez simple. C'est de permettre en fait à des praticiens dans l'entreprise de partager librement de l'information, de discuter, pas forcément une information qui a nécessité un effort de structuration, de formalisation important, de discuter, ce qui va permettre finalement aux uns et aux autres de se connaître, ce qui va permettre aussi à d'autres qui sont moins praticiens ou pas praticiens d'ailleurs, d'identifier ces praticiens dans l'entreprise, de bénéficier de ce savoir-faire informel qui aura été capitalisé dans les discussions, parce qu'il ne l'est pas aujourd'hui, puisque personne ne prend le temps d'écrire des documents. Une partie de ce savoir formalisé peut être réintroduit dans les systèmes de gestion de connaissances classiques de l'entreprise. Un exemple, c'est JC2Co, qui a mis en place un réseau social auprès de ses équipes commerciales pour pouvoir, d'une part, capitaliser toutes les propositions techniques qu'ils apportent de par le monde à leurs clients, mais aussi mieux identifier toutes les équipes commerciales qui sont réparties au sein des filiales, être capable de se mobiliser plus rapidement pour répondre à des appels d'offres. Autre exemple assez connu, c'est Simply Market qui finalement a permis à tous les responsables des étals de partager toutes leurs bonnes idées en matière de présentation, de valorisation de l'étal. Et ils le font en prenant une photo et en le partageant sur le réseau social. Et aujourd'hui, ils étaient chacun dans des magasins donc, distants. Ils communiquaient peu entre eux. Avec ce réseau social, ils peuvent interagir beaucoup plus facilement. Voilà, donc on voit, je vais accélérer un peu pour tenir mon timing. L'entreprise, je parlais de social CRM, c'est recruter des ambassadeurs, c'est-à-dire identifier des gens qui parlent bien de sa marque sur les réseaux sociaux, avec lesquels on interagit, avec lesquels on peut apporter des réponses plus spécifiques et qui vont parler du produit et de l'entreprise autour de l'entreprise. Donc aujourd'hui, pour être écouté, pour être entendu, on s'appuie sur la recommandation. C'est comme sur les espaces d'e-commerce, vous allez lire les avis des consommateurs. Vous n'allez pas vous fier uniquement à la publicité. D'ailleurs, on a beaucoup plus confiance dans des gens qu'on ne connaît pas que dans une marque. La recommandation, c'est ce qui permet de crédibiliser une entreprise. Dans l'univers des réseaux sociaux,
c'est la conversation qui permet de diffuser l'information. Donc se mettre en réseau son écosystème, identifier des ambassadeurs qui vont relayer l'information est extrêmement efficace. La veille collaborative. Face à cet univers où l'information explose, omniprésente, surinformation, comment trier l'information? On a classiquement des centres de documentation qui sont en charge. Alors ils s'abonnent à des bases de connaissances c'est de l'information de qualité, mais il y a énormément d'informations qui circulent sur le web, de moins bonne qualité, très redondantes, qu'il faut aussi, ce sont parfois des signaux faibles, où il y a des informations tout à fait exploitables. Donc les experts dans l'entreprise sont en mesure aujourd'hui d'accéder à cette information. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est leur permettre de travailler ensemble. Ça veut dire qu'ensemble, ils qualifient l'information. Soit plus une organisation centralisée, mais une organisation en réseau pour qualifier l'information. Chacun va décider de l'information qu'il souhaite collecter. Il va la qualifier à sa manière. Il ne va pas suivre un thésaurus imposé par l'organisation. Il va le faire pour lui, mais aussi pour ses collègues proches qui vont pouvoir suivre son activité de veille. Et on va créer comme ça un réseau de gens qui s'intéressent à différents sujets. Et chacun va se constituer son filtre, un filtre humain qui permet finalement d'aller identifier la bonne information par rapport à son contexte. Valorisation des savoirs formels, donc c'est pouvoir converser autour des documents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas uniquement producteur ou consommateur de l'information, on peut réagir. On a un document réglementaire, on peut poser une question, d'autres vont y répondre. On va identifier ceux qui se sont déjà posé les questions, on va peut-être aller les contacter, d'ailleurs par un autre canal que celui du réseau social, on va les contacter en direct. Parce qu'ils ont eu cette problématique-là. On a identifié qu'ils étaient face à une situation similaire à la sienne grâce au réseau social où chacun, même les lecteurs, sont visibles autour des contenus. Développer les savoirs, c'est le crowdsourcing dont je parlais à l'instant. Je vais aller un peu plus vite. Mise en réseau des acteurs du processus, converser pour optimiser le fonctionnement, mais surtout mettre de l'huile dans les rouages, comme je le disais tout à l'heure, pour arriver à la collaboration. Alors tout ce dont vous parlez, c'est quand même de la collaboration, c'est la collaboration autour des différents processus de l'entreprise, mais la collaboration telle qu'on l'entend, c'est-à-dire la collaboration du quotidien, ce qu'on appelait au départ un projet qui aujourd'hui a envahi notre quotidien, ces micro-collaborations qui sont aujourd'hui outillées par l'email. Aujourd'hui sur le réseau social, ça devient des conversations qui sont beaucoup plus ouvertes, publiques, donc ça veut dire qu'on va parler au sein de l'entreprise. D'autres vont pouvoir venir se greffer à cette conversation. On n'a plus besoin de mettre toute la terre en copie. On est sur un mode de diffusion qui est moins intrusif. On ne va pas envoyer de l'information dans la boîte aux lettres des collaborateurs qui vont à minima devoir la lire pour pouvoir la classer ou la supprimer. Là, lorsqu'on s'intéresse à un sujet, on va sur son réseau social, on voit les conversations en cours sur cette thématique-là, on s'insère ou pas dans la conversation, et puis de toutes les façons, on a capitalisé cette information-là puisqu'elle est semi-publique et qu'on pourra la retrouver dans un second temps. La circulation de l'information, donc gérer face à une situation de crise, comment très rapidement informer les gens, les mobiliser. Exemple très concret, dans l'Eure, alors je ne sais plus, c'est pas l'hiver dernier, c'était l'hiver d'avant, réseau de transport bloqué à cause de la neige, il ne neige pas tous les jours dans ce département. Ce sont les utilisateurs qui, en utilisant Facebook et le Facebook de la collectivité, qui ont pu finalement s'organiser pour faire du covoiturage. Donc face à une telle situation, tous les outils de communication traditionnels, de diffusion qu'aurait pu en mettre en place le département auraient été bien moins réactifs que cette mise en réseau spontanée des usagers. Voilà, donc on a face à cela énormément de choses à créer dans les entreprises, dans les petites comme dans les grandes, des nouvelles stratégies qui s'appuient sur cette mise en réseau des acteurs. Il y a des processus à faire évoluer. Il y a bien sûr une nouvelle culture du management, tant des hommes que de l'information à appréhender. L'information ne circule plus de bas en haut et de haut en bas, elle circule de manière transversale, avec beaucoup moins de contrôle de la part de l'entreprise. Donc ce lâcher-prise nécessite quand même une évolution culturelle de la part des organisations. Et puis, il y a des nouvelles compétences qui sont associées à ces nouvelles formes d'organisation et de collaboration. On passe beaucoup de community managers. La curation, c'est le principe c'est de la veille collaborative où certains vont collecter de l'information sur un thème, sur un sujet, vont l'agencer et la rendre plus concise pour d'autres et vont recréer un flux d'informations à partir de ces agrégats.
Et puis, on va en parler dans un instant aussi, le développement d'usage. Comment l'organisation peut se transformer, peut aller de l'avant, changer ses habitudes de travail, développer de nouvelles pratiques, au-delà même de l'acquisition simplement d'outils. Alors, voilà, c'est pour moi d'ailleurs l'enjeu principal, la capacité des entreprises à développer ces nouvelles pratiques sociales et collaboratives. Et là, pour le coup, je pense que c'est intéressant de rappeler que les petites organisations ont un avantage sur les grosses organisations. Les petites organisations sont plus agiles, sont plus à même à se réformer, à se transformer que les grandes entreprises. Donc c'est aujourd'hui, je pense, un atout, en sachant qu'elles ont accès aux mêmes outils informatiques que les grandes. Et si je prends un exemple, j'essaie de trouver un exemple concret pour vous montrer que l'outil ne fait pas tout. Et ce n'est pas la simple mise en place d'une plateforme collaborative ou d'un réseau social qui va permettre, par exemple, de créer une communauté de pratique. Lorsqu'on crée une communauté de pratique en installant un réseau social, alors ça se fait en 2 semaines. Vous allez voir Stéphane Hamet là, de CIMAI qui est dans la salle. Et je pense qu'en moins de 2 semaines, il vous installe un réseau social. Ce qui risque de se produire, c'est que vous allez être dans des situations assez similaires à celles dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez avoir 1 ou 2 personnes, quelques personnes, qui vont diffuser de l'information et puis les autres qui vont lire. Ce n'est pas l'outil qui va entraîner une conversation ou la mise en réseau des collaborateurs. Donc la transformation, elle a lieu là. La deuxième étape, ça va être justement que quelques-uns se mettent à converser entre eux. Et il ne s'agit pas forcément que tout le monde converse ensemble dans un premier temps. Et les autres, finalement, vont être intéressés par cette conversation parce que si c'est une communauté de pratique qui parle des achats, et que moi je ne suis pas acheteur et je suis un responsable d'entité dans une entreprise, j'ai des besoins d'achat ponctuels, mais ce n'est pas mon sujet principal. Par contre, le fait de voir ces gens-là parler de ce sujet-là me permet de m'acculturer, de m'éclairer sur comment se passe un achat, quelles sont les bonnes pratiques en la matière. Donc j'observe, j'écoute ces conversations, et puis le moment où ça m'intéresse, je vais voir ces conversations. J'identifie déjà les gens qui peuvent m'aider le jour où j'ai une problématique, une négociation par exemple à mener, ou un besoin de référencement. Je vais aller trouver les bons acteurs. La troisième étape de la communauté de pratique, ça va être lorsque on a une masse plus importante de collaborateurs qui s'expriment sur son sujet et finalement va permettre à chacun de rendre plus explicite les centres d'intérêt qu'il a par rapport au sujet, les relations qu'il tisse avec d'autres. On a aussi une notion de réputation, d'irréputation, ça veut dire si quelqu'un est crédible par rapport à ses collègues. Et ça va permettre, dans un premier temps déjà, de créer un réseau d'entraide. On va pouvoir poser une question et on va avoir une masse potentielle d'utilisateurs qui peuvent y répondre. On va valoriser toute l'information qui est échangée. Et puis on va avoir cette capacité de mobilisation que j'évoquais tout à l'heure. On parle bien sûr d'intelligence collective. Donc on voit qu'on a 3 stades d'évolution d'une communauté de pratique. L'outil a permis c'est prérequis, il a permis de déclencher la chose. Mais ensuite, l'entreprise doit travailler à faire évoluer ses modes d'organisation pour arriver au stade numéro 3. Et on a comme ça différents niveaux de maturité de ces communautés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous citer les 3 éléments clés. C'est lorsque vous créez un espace collaboratif, une communauté de pratique, c'est qui décide de qui appartient à cette communauté. Est-ce que c'est l'entreprise ou est-ce que ce sont les utilisateurs? Qui décide de la nature de l'information qu'on met dans cette communauté? Est-ce que c'est l'autorité, c'est-à-dire l'entreprise, ou est-ce que c'est le collaborateur? Et qui décide de comment on organise l'information? Est-ce que c'est l'autorité ou est-ce que c'est l'utilisateur? Voilà, en fonction des réponses à ces 3 questions, on va être sur quelque chose qui va être plus ou moins autogéré et vraiment un réseau social d'acteurs, de pairs, ou alors un espace de diffusion très traditionnel que vous connaissez tous dans l'entreprise et qui ne permet pas d'atteindre la promesse de l'entreprise 2.0 que j'exprimais à l'instant. Voilà, donc aujourd'hui, quand vous lancez un réseau social, vous allez vous retrouver à des utilisateurs qui vont être confrontés à tout un tas de pertes de repères. Lorsqu'ils recherchent une information, ils vont se poser la question, est-ce qu'ils recherchent un document ou est-ce qu'ils recherchent un individu? Lorsqu'ils veulent trouver un document ou organiser de l'information dans cet espace commun, est-ce qu'ils vont naviguer dans une arborescence? Est-ce qu'ils vont suivre un thésaurus? Ou est-ce qu'ils vont se retrouver face à un nuage de personnes et de mots-clés dans lequel on aura associé des documents?
Le plus difficile, c'est peut-être celui-là, c'est abandonner le tout email, donc c'est-à-dire sortir d'une logique de stock dans lequel on diffuse de l'information, on envoie un message à quelqu'un, ça vient s'empiler dans sa boîte email, avec l'inconvénient que j'exprimais tout à l'heure, le fait de devoir dépiler cette information, à une logique de flux. Une logique de flux, c'est comme la télé ou un robinet d'eau, ça coule sans cesse. Et il faut accepter d'aller faire autre chose et de ne pas rester scotché à son écran à voir le flux défiler. Donc lâcher prise, encore une fois, en sachant que l'information importante va probablement rebondir, ou on va être mentionné, donc l'information va être mise en relief par différents mécanismes, mais faire en sorte qu'une partie de l'information qu'on reçoit aujourd'hui ne soit plus dans l'email, mais soit dans cette logique de flux, en sachant que pour beaucoup aujourd'hui, lorsqu'on reçoit plus de 100 mails par jour, de toutes les façons, on ne les lit plus, on attend que les gens nous relancent, donc on est quelque part aussi dans une logique de flux. Mais cette logique de flux, elle est assez perturbante pour les utilisateurs. Et ça passe, ces évolutions, ça passe pour vous, porteurs de ces changements dans les entreprises, par votre capacité à donner du sens à ces fonctions. Alors, il y a des fonctions qui sont assez récurrentes dans ces plateformes. Le fait d'avoir sa fiche profil. Dans beaucoup d'entreprises, si ce n'est pas bien expliqué, ça pose problème. Pourquoi est-ce qu'on me demande de mettre ma photo sur le réseau social? J'étais déjà pas trop favorable avec le trombinoscope. Voilà. Si on n'explique pas aux gens que l'objectif c'est de créer du lien et que les gens puissent se reconnaître et envie de discuter ensemble et que lorsqu'ils se croisent à la machine à café ou à la cantine ou dans une réunion, ils puissent faire leur rapprochement, effectivement, on peut se demander pourquoi mettre une information aussi personnelle sur un écran. Un autre exemple, c'est le fait de se connecter. Pourquoi me demande-t-on de m'abonner ou de me connecter avec un collègue de travail? A priori, on est dans la même entreprise, on n'a pas besoin de ça pour discuter. C'est le cas sur LinkedIn, mais pas dans l'entreprise. Donc c'est pareil, donner du sens à cette fonction de, par exemple, le fait de pouvoir suivre son activité parce qu'il parle de sujets qui m'intéressent. Et pour pouvoir trier l'information qui circule autour de moi, le fait de m'abonner à certaines personnes spécifiques me permet de créer un filtre. Pourquoi devrais-je dire ce que je suis en train de faire? Pourquoi mettre de la transparence sur son activité? Ça, cette fonction-là, elle est aussi pas naturelle dans l'entreprise. Donc expliquer en quoi le fait de partager, le fait que je suis parmi vous aujourd'hui en train de parler de collaboration peut intéresser d'autres personnes. Et voilà, c'est donner du sens à ces différentes fonctionnalités. Oui, et puis dernier exemple, c'est la notation aussi, ce qui est parfois mal vécu dans l'entreprise, ou mal compris plutôt. Pourquoi est-ce que je dois noter la contribution d'un de mes collègues alors qu'il s'agit en fait d'essayer de mettre en relief l'information qu'on trouve plus pertinente. Voilà. Faites bien la distinction entre les fonctionnalités que tout le monde est capable de comprendre, surtout qu'aujourd'hui les applications SaaS sont plutôt de bonne facture en termes d'ergonomie. Elles sont, on peut le dire, auto-appropriables. Vous êtes capable de rapidement comprendre comment utiliser ces différentes fonctionnalités. Par contre, l'usage, le sens derrière ces fonctionnalités est beaucoup plus difficile à appréhender pour la masse des utilisateurs. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des outils qui permettent d'avoir des grilles de lecture qui permettent de mesurer l'évolution des pratiques des collaborateurs. Un petit point d'attention sur le décalage qu'il peut y avoir entre les pratiques des utilisateurs et les pratiques, c'est même pas des pratiques d'ailleurs, c'est l'encadrement dans les organisations. On peut avoir des acteurs passifs, des managers qui consentent à ce que ces usages émergent, mais finalement, lorsque ils se rendent compte qu'un de leurs subordonnés passe beaucoup de temps sur un réseau d'entraide, donc c'est-à-dire consacre du temps à autre chose que sa mission première, et ça peut lui poser problème. Et donc la mauvaise réaction de l'encadrement, qui est pourtant pas acteur par rapport à ces nouvelles pratiques, peut contribuer à nuire, enfin tuer les usages émergents auprès des primo-adoptants. Donc il ne faut pas simplement travailler sur ceux qui vont agir, mais également travailler sur ceux qui vont observer. Voilà, j'en arrive à la fin. La collaboration, l'intelligence collective, c'est quelque chose qui arrive par étapes. Au départ, ce sont des outils qui permettent de facilement échanger de manière plus transparente, plus ouverte qu'à travers l'email. On arrive ensuite à des bénéfices liés à la capitalisation de l'information. On peut retrouver l'information qui a été partagée dans ces espaces et pas forcément des documents structurés, ça peut être juste des informations informelles au sein de conversations. Et puis, ce n'est que plus tard, lorsqu'on a suffisamment ce qu'on appelle des occurrences sociales, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de conversations de la part des uns des autres, suffisamment de mise en réseau des acteurs sur la plateforme,
que l'outil va être en mesure de suggérer des mises en relation pertinentes. Je pose une question sur un sujet donné, il va me suggérer, de par la connaissance qu'il a des activités des uns et des autres, d'aller plutôt contacter un tel et un tel. Il va même tenir compte de la proximité sociale que je peux avoir par rapport à lui. Il va plutôt privilégier quelqu'un qui parle la même langue et qui est situé géographiquement à côté de mon bureau. Voilà. 3 points qui me semblent importants à retenir aujourd'hui de l'évolution de la collaboration. C'est que plus de collaboration passe par des nouvelles approches organisationnelles, ne pensez pas qu'outils. Qu'on a quand même des ruptures de pratiques à gérer dans l'entreprise, la gestion de la surinformation, donc cette notion de flux. Le fait de pouvoir converser non plus juste entre nous, mais converser toujours avec les mêmes personnes, mais cette fois-ci écouter de beaucoup d'autres. Et puis d'être capable de gérer son identité numérique, de se présenter. Voilà, aujourd'hui, j'ai choisi de mettre une cravate, c'est peut-être pas d'ailleurs le bon code vestimentaire, mais voilà, la photo que l'on met sur le réseau social, ça donne une image de soi, et c'est un élément de son identité numérique, de même que les éléments qu'on va mettre sur son profil, et puis la manière dont on va échanger avec les autres. Donc on est vraiment aujourd'hui à créer une identité numérique sur ces plateformes. Voilà, et puis je vous rappelle encore une dernière fois, vous êtes peut-être des entreprises de taille moyenne, vous avez a priori accès aux mêmes solutions parce qu'on est sur des paiements à l'usage, donc plus d'investissement, moins besoin d'expertise technique, informatique pour mettre en place, pour accéder à ces solutions. Et vous avez une capacité, une agilité à évoluer dans vos modes de fonctionnement, peut-être plus importante que certaines grandes institutions. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc j'aime bien, vraiment, c'est la première présentation que je vois sur le sujet qui est claire, limpide. Vous aviez peur d'être un petit peu conceptuel, mais je vous assure, très, très bien, très concret. En plus, globalement, vous annoncez la fin de SAP, qui est peut-être très bien. Non, j'annonce pas la fin de SAP. SAP va se socialiser, est en train de se socialiser. Et se simplifier, et s'humaniser. S'enrober d'une couche plus sociale, plus humaine. On va remettre en avant effectivement les acteurs du processus. D'accord. Et puis la façon de prendre ces emails comme une timeline, je ne sais pas si on peut toujours répondre comme on le souhaite. Non, l'idée, enfin bref, peu importe. Moi, la question que j'avais vraiment, c'était savoir, ça fonctionne au niveau dans une entreprise. Effectivement, il faut favoriser la collaboration douce entre collaborateurs. Maintenant, qu'en est-il entre différentes entreprises dans un domaine sectoriel précis où on est en même temps avec des concurrents et en même temps avec des partenaires? Alors, la collaboration, définitivement, elle traverse les parois, les frontières de l'entreprise. Je prends juste l'exemple de ma société. On est 25 collaborateurs, on doit être à peu près un peu plus de 2000 sur notre plateforme. Donc, ce sont des gens externes à l'entreprise avec lesquels on échange au quotidien. Donc, les outils aujourd'hui permettent vraiment d'atténuer ces barrières et permettre de collaborer avec quiconque. Après, la question de collaborer échanger avec des concurrents, là, il faut vraiment, c'est plus une question d'outils. C'est une question d'approche de son métier. En ce qui nous concerne, par exemple, c'est d'être convaincu que l'information en soi ne crée pas énormément de valeur, que c'est l'expertise et la capacité de traiter cette information dans un contexte spécifique qui crée de la valeur, et c'est ce qu'on vend à nos clients. Et donc après, arriver à développer des synergies, c'est-à-dire que ce soit donnant-donnant, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui partagent, que ce soit aussi les autres qui contribuent. Un point important lorsqu'on partage de l'information comme ça entre pairs, c'est d'accepter le partage. On a toujours appris, j'avais entendu cette petite formule d'un praticien, on a toujours appris à l'école à ne pas copier sur son voisin. Dans les réseaux sociaux, c'est l'inverse. On réutilise ce qui est partagé par les autres. La seule chose, c'est qu'il faut le faire honnêtement, accepter et reconnaître le fait qu'on utilise le partage d'un autre et apporter sa contribution à ce partage. Donc c'est une autre philosophie à développer, et chaque entreprise essaye de convaincre les autres de travailler avec elle sur des synergies. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bon. Il y en a une là. Très bien. Je ne crois pas que si ça fonctionne, on va parler doucement.
Je vous remercie. Moi, j'essaye d'animer un réseau social en ligne depuis 1 an à peu près. Je l'ai démarré. Mais c'est un réseau pour mettre des acteurs, justement, quelquefois concurrents, les mettre en synergie sur la région Bretagne, sur un domaine dans l'économie sociale, peu importe. J'ai remarqué plusieurs choses. Là, vraiment, vous allez m'aider à continuer ce réseau parce que d'entrée, la création de plusieurs groupes a été artificielle. Et je vais plutôt aller complètement dans la nouvelle option, c'est-à-dire de supprimer ces groupes artificiellement constitués au départ pour laisser plutôt une vie autonome à ces groupes. Parce que j'ai constaté que d'entrée, ça complexifie énormément les usages d'arriver sur un nouveau réseau social, de s'y inscrire, de s'y investir. Je crois qu'il faut le faire progressivement, c'est-à-dire que les groupes vont se construire progressivement, sinon on tue l'énergie dès le départ, on tue les usages parce que c'est trop compliqué de rentrer dans plusieurs groupes, de les animer, et vraiment donc commencer simple. Et là je pense que la partie notification aujourd'hui, quand on voit que tous les réseaux sociaux augmentent, on a beaucoup de notifications, mais ça reste quand même un élément, le mail, en tant que notification, un élément de filtrage automatique, parce que si à un moment, pendant 2 semaines, vous ne voulez pas ouvrir les notifications d'un groupe par mail, vous ne les ouvrez pas. Et justement, vous avez un flux, et ce flux de mails que l'on n'ouvre pas me paraît être encore une méthode de pousser-tirer entre le réseau social et l'usager, quoi. On est à mon avis sur une phase de transition. Dans l'entreprise, on utilise de moins en moins le mail au profit d'interfaces qui gèrent le flux et qui vont apporter de l'intelligence pour nous aider en fait à trier l'information. C'est-à-dire qu'on va nous signaler maintenant les conversations qu'on a ratées, des personnes avec qui on a l'habitude de converser ou des sujets sur lesquels on prend part d'habitude. Donc on commence à mettre de l'intelligence dans l'outil pour nous aider à trier cette surinformation. Bon, de toute façon, il faut bien le reconnaître, l'email aujourd'hui, la boîte de réception de la plupart des gens, ça devient un flux parce qu'on ne lit plus. Enfin, je pense que moi, chaque fois que je regarde mon téléphone et je vois que j'ai pas loin de 1000 mails que j'ai pas lus, voilà, il faut que je les supprime en fait, que je sois honnête avec moi-même, que je les supprime et que je considère que je ne les lirai jamais. Donc voilà, c'est ça. Le flux, c'est accepter qu'il y a de l'information qui soit perdue et rentrer avec ses interlocuteurs dans une logique où on est tous connectés les uns avec les autres, certes, mais on n'a pas le temps d'apporter une attention suffisante à chacun. Donc voilà, il faut accepter ça. C'est pas parce que je t'ai envoyé un mail que tu l'as lu et que je peux me retrancher derrière ce mode de fonctionnement, par exemple. Merci. 2 questions rapides. Si vous aviez à noter les entreprises françaises entre 0 où il n'y a rien, une pyramide organisationnelle, et 10 où c'est vachement collaboratif, vous mettrez quelle note? Et deuxième question. 2. 2 Ouais. Ah ben, il y a du boulot. On va être 2 si on est à l'échelle de l'entreprise. Et puis localement, même dans les plus grandes entreprises, on va trouver des zones où on va avoir 8. Vous voyez ce que je veux dire? En moyenne. Si on prend l'entreprise, à l'échelle de l'entreprise, on est mauvais. Si on prend localement au sein d'une direction, d'une entité, on va avoir des niches. Pour l'ensemble des entreprises françaises, vous mettez 2. Sur l'ensemble des entreprises françaises, je pense qu'on peut être... Et ce matin, on était à 7 sur bon le personal branding. C'est complètement différent. Deuxième question, on parlait des entreprises, mais nos administrations, qui, paraît-il, sont très lourdes, est-ce qu'elles s'y mettent? Elles commencent, mais on travaille beaucoup avec le secteur public. On est dans des phases d'expérimentation. Donc ce ne sont pas des réseaux sociaux qui sont à l'échelle encore de la collectivité, mais on a plusieurs départements avec lesquels on travaille qui commencent justement à mettre en place des plateformes pour collaborer avec l'extérieur. Ou même, il y a énormément de réseaux internes au sein des administrations, au sein des collectivités et entre collectivités, que l'on peut équiper avec ces outils de réseaux sociaux. Bon, eh bien écoutez, merci encore Merci. pour votre intervention. Donc vous restez... Arnaud reste là la journée, donc si vous avez des questions autour du buffet tout à l'heure, pas de problème. Et moi, je passe le relais à Jean-Michel. Merci, très gentil.